Bon, moi je passe à la fin, et heureusement, parce que ma présentation très courte, elle va être vraiment différente des autres, parce que j'ai pas de résultats à présenter, j'ai juste des éléments exploratoires, et ma présentation aura une première partie, c'est surtout pour expliquer ou pour rappeler ce que c'est que l'objet de notre intérêt de notre étude, c'est-à-dire les mycorhizes. Alors avec mon collègue Yves Berthaud, on travaille tous les deux au CESCO, au Centre d'écologie et des sciences de la conservation à rue Buffon, dans une équipe d'écologie urbaine. Eh bien, on s'intéresse aux mycorhizes en tant que facilitateur. Alors, la facilitation, c'est une espèce ou un organisme qui en aide un autre ou une autre à s'implanter, à se développer et à se reproduire. Et dans cette facilitation, il y a deux types d'interactions. Il y a le mutualisme, où les deux partenaires ont un avantage similaire. Et puis, il y a le commensalisme, où un des partenaires va avoir un avantage sans que l'autre partenaire ait un désavantage. Et nous, avec les mycorhizes, on s'y situe dans la facilitation mutualiste. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse dans les mycorhizes, les mycorhizes, c'est une association, donc, comme je l'ai dit, à but mutualiste. C'est le résultat d'une coévolution entre une plante et un champignon. Et c'est aussi un organe néoformé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'existe pas, et ensuite, il se constitue. Et il est mixte parce qu'il y a une partie qui est plante et une partie qui est champignon. Et ça ne se passe pas n'importe où dans la plante, ça se passe au niveau des racines, puisque mycorhize, rhize veut dire racine et myco veut dire champignon. Voilà. Donc on se situe au niveau des racines. Et dans le monde des mycorhizes ou des champignons mycorhizogènes, il y a deux grands groupes. Les plus importants, c'est les champignons ectomycorhizogènes et les champignons endomycorhizogènes. Et les ectomycorhizogènes vont constituer avec la plante des ectomycorhizes, c'est-à-dire des organes néoformés qui vont se situer à l'extérieur de la racine, très très peu à l'intérieur de la racine. Alors que les endomycorhizes, ce sont des structures qui sont à l'intérieur de la racine. Mais elles sont à l'intérieur de la racine, pas tout à fait, et je vais vous le montrer. Et parmi ces endomycorhizes, avec Yves, on s'intéresse à un groupe principal, qui est le groupe des gloméromycètes. Les gloméromycètes ont ce site particulier, c'est qu'ils ont trois structures typiques. L'hyphe, c'est-à-dire un filament. La vésicule, on va voir ce que c'est, et l'arbuscule. Donc, généralement, on appelle ça, on dit que ce sont des champignons à arbuscule et vésicule. Voilà. Alors, si on regarde ce qui se passe à l'extérieur de la racine, on va voir que le champignon endomycorhizogène, il a une partie extraracinaire. Et la partie extraracinaire, elle a deux structures. La première, c'est la spore, qui fait une centaine de microns. Et la spore, en germant, donne un filament qu'on appelle hyphe. Et ce filament, on le voit bien dans la photo. Alors ça, c'est spore de Rhizophagus irregularis, et avec une racine de carotte. Et on voit bien que la spore émet un filament, donc un hyphe, en direction de la racine, et pas de l'autre côté de la racine. Donc ça, c'est ce qu'on voit à l'extérieur. C'est la partie extraracinaire de la mycorhize. Si on regarde à l'intérieur de la racine, et là, ce n'est pas une racine de carotte, c'est une racine de plantain lancéolé. Et on utilise une méthode de coloration très classique, c'est le bleu coton.
C'est du bleu de méthylène avec de l'acide lactique, voilà, et ça a l'intérêt de colorer la callose. La callose, c'est ce qui se trouve dans les parois pectocellulosiques des végétaux, donc on va colorer la racine, mais aussi c'est aussi dans les parois des champignons, donc on va colorer aussi les champignons. Et donc là, on va voir qu'en bleu, on va voir trois structures typiques. Alors, on a 2 structures à l'extérieur de la racine et on en a 3 à l'intérieur. On a la première structure, donc, c'est l'if, c'est le filament ici, là. Il se termine comme un souffleur de verre qui souffle dans son tube de verre. Eh bien, il va se terminer par une ampoule. Et cette ampoule, c'est la vésicule dont je vous parlais. Et la vésicule, elle a ceci de particulier, c'est que ce sont des réserves. Ce sont des réserves lipidiques. C'est le champignon qui met en réserve des lipides, et ces lipides viennent d'où? Elles viennent d'en haut, elles viennent de la plante. Et ces lipides viennent de la plante parce que le champignon, surtout Rhizophagus, il est incapable de fabriquer, d'utiliser les lipides, et il n'a pas les gènes pour synthétiser des molécules lipidiques qui constitueront les membranes, ces membranes à lui, et donc il est obligé d'utiliser les lipides de la plante. Donc en fait, c'est un partenaire qui ne peut pas faire autrement qu'être partenaire. Voilà. Ça, c'est les réserves, c'est le but des réserves. Et ensuite, ici, ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle des arbuscules. Alors, pour voir un peu plus ce que c'est qu'un arbuscule, on peut faire un zoom, et si on fait un zoom, on voit quoi? On voit la cellule de la racine, ici l'if, et on voit que dans l'if, à partir de l'if, se développe un pédoncule, donc une petite fraction d'if, et au bout de ce pédoncule, eh bien, le pédoncule traverse la paroi pectocellulosique de la cellule racinaire, et ensuite il arrive au contact de la cellule elle-même, c'est-à-dire qui est entourée par la membrane plasmique. Et il n'y a qu'un champignon qui est capable de traverser la membrane plasmique, c'est le champignon pathogène. Les champignons endomycorhizogènes, ils sont incapables, ils n'ont pas trouvé encore la formule pour passer à l'intérieur de la membrane plasmique. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ce bout d'if, eh bien, il va entourer la membrane plasmique. Il va faire une arborescence autour de la cellule. Et c'est pour ça que c'est une arborescence, et ça ressemble à un petit arbre avec le pédoncule, et c'est pour ça qu'on appelle ça un arbuscule. Et c'est là que vont se faire les échanges entre le champignon et la plante. Alors pour comprendre comment fonctionnent ces échanges, et peut-être aussi à quoi ils servent, eh bien, moi, j'ai fait une petite animation, et j'ai trouvé ce schéma à cette adresse-là. Donc, ce n'est pas moi qui ai fait le schéma, c'est moi qui l'utilise, et je l'utilise en ayant fait cette animation. Voilà. Alors, dans la relation entre la plante et le champignon, c'est la plante qui commence. C'est la plante qui va draguer le champignon. Elle lui envoie des molécules, c'est des strigolactones, c'est-à-dire c'est des hormones de croissance que la plante produit, et elle les libère, elle les libère pas pour attirer le champignon, elle les libère parce qu'elle ne peut pas faire autrement que de les libérer. Sauf que le champignon, lui, endomycorhizogène, il les reconnaît. C'est la spore qu'on a vue tout à l'heure avec Rhizophagus. Et il reconnaît et il répond à ce stimulus. Et pour répondre à ce stimulus, il va produire, on l'a vu tout à l'heure, un if qui va se diriger par chimiotropisme, vers la production de strigolactone. Et donc ensuite, il arrive au niveau de la racine, et en chemin, si j'ose dire, entre-temps, l'if va se charger en eau, il va se charger en phosphore, en azote et en cation. Et ensuite, il va arriver au contact de la racine. Et une fois qu'il va être au contact de la racine, il va pénétrer dans la racine.
Et c'est intéressant parce que la plante, elle envoie des strigolactones, c'est-à-dire des hormones de croissance qui sont des hormones qui l'empêchent, la plante, de faire des arborescences. Par contre, ces strigolactones, elles vont stimuler l'arborescence du champignon. Donc le champignon va faire des ifs partout. Et quand il va rentrer dans la racine, il va émettre des peptides. Alors, vous voyez, c'est un dialogue moléculaire entre la plante et le champignon. Il va envoyer des peptides, et ces peptides-là, ils vont avoir l'effet contraire des strigolactones. Donc, une fois qu'il va être dans la plante, il va faire comme il va utiliser des peptides qui vont avoir un effet un peu comme des hormones de croissance. Et donc, en faisant ça, ces peptides-là, ça empêche la plante de faire des structures de défense contre lui. Donc en fait, la symbiose dont je parle, la facilitation dont je parle, c'est de la poésie, parce qu'il y a un vrai combat entre les deux. Et à un moment donné, ils vont se rendre à l'évidence qu'il faut qu'ils travaillent ensemble. Mais au début, c'est un combat. La plante, elle essaye de se protéger du champignon, mais après, elle va le laisser faire. Donc le champignon rentre, produit, le lymphe continue à se développer et produit ce qu'on a vu, des vésicules, parce qu'il va y avoir déjà une interaction avec la plante, et puis des arbuscules. Et puis, vous voyez que là, les éléments que le lymphe a absorbés, eh bien, ils vont remonter dans les parties supérieures du végétal, de la plante. Donc, en fait, le champignon nourrit la plante, mais en retour, le champignon va avoir les lipides, mais aussi va avoir une bonne partie, c'est 20% de la production de la photosynthèse, il va avoir plein d'éléments carbonés. Donc on a bien, vous voyez, une alimentation dans les deux sens. Après le combat moléculaire, c'est bien le moment de participer, de profiter de cette relation mutualiste. Alors, ça, si j'ai voulu expliquer ça, c'est que je me suis dit, sur les toitures végétalisées, comme on l'a vu depuis ce matin, la plante a intérêt à avoir un partenaire pour l'aider à s'implanter, à se nourrir et à se reproduire. Donc, ça veut dire qu'il y a la facilitation sur les toits, à mon avis, est un facteur majeur ou important, à la fois de développement de la plante, mais également pour les gestionnaires ou pour les paysagistes, un élément de gestion ou de production ou de maintenance ou de développement de toits végétalisés. Donc ça peut être un outil de gestion. Donc comprendre comment la plante interagit avec le champignon a un intérêt pas simplement pour la connaissance ou la recherche académique, mais également dans le domaine de la recherche-action et dans le domaine de la gestion des toits. Et alors, je me dis que cette facilitation doit avoir une importance. Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'avec Yves, on a sauté sur l'occasion lorsque Marc, que je remercie Gilles, je remercie Miki, nous ont proposé de participer à cette aventure de Groove. Et on a sauté sur l'occasion parce que pour nous, c'est l'occasion justement de voir si cette facilitation a un effet en fonction du type de toit, en fonction de la position par rapport aux espaces verts dans la ville. Par exemple, nous, on travaille à Rebuffon, donc on a le jardin des plantes qui est juste à côté. Et voilà, donc on voudrait savoir si ça a une importance. Et on était tout à fait enthousiasmés de travailler avec ces différents toits. Et le problème, je vous l'ai dit, moi, je ne vais pas vous présenter des résultats parce que c'est une question de... On n'a pas trouvé les financements, voilà, c'est tout bête. Mais on a fait quand même une démarche exploratoire. Et comme cette démarche exploratoire, elle est en deux étapes,
La première, ça concerne les échantillons 2017 et la deuxième, les échantillons 2018. Et les échantillons 2017, on s'est calé par rapport à Pierre-Alain et par rapport à Lionel. Les 9 échantillons dont il parlait, qui ont échappé à la catastrophe, eh bien, on a repris les mêmes. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, alors, nous, on ne se situe pas dans le substrat. Hein. Nous, Marc, il nous a donné uniquement les végétaux. Voilà. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend les racines, et les racines, on extrait l'ADN, et une fois qu'on a extrait l'ADN, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du barcoding. C'est un peu différent, ce n'est pas tout à fait la même méthode qu'utilisent Pierre-Alain et Lionel. Nous, on va travailler sur des séquences, des marqueurs génétiques, et on va amplifier ces marqueurs. Et ensuite, une fois qu'on aura amplifié ces marqueurs, donc les marqueurs de gloméromycète, on va les séquencer pour savoir de quel taxon il s'agit. Voilà. Donc ça, c'était notre démarche. Et on a fait, donc ça c'est les 9 toits dont Pierre-Alain a parlé tout à l'heure, et qui se retrouvent là. Et la particularité de notre démarche, c'est qu'on a fait une PCR gigogne. Ça veut dire quoi? C'est une PCR en 2 étapes. PCR, c'est amplifier des séquences. Hein. Eh bien, on a fait une PCR gigogne, c'est-à-dire que la première étape, c'est qu'on amplifie toutes les séquences spécifiques de tous les eucaryotes. Alors, vous savez, dans le milieu, vous avez 2 groupes, pardon. Les eucaryotes et les prokaryotes. Les prokaryotes, c'est les bactéries dont a parlé Pierre-Alain, et puis les archées aussi. Donc là, on va éliminer bactéries, archées, virus. D'un côté, on ne va pas les amplifier du tout, on va amplifier tous les eucaryotes, c'est-à-dire tout le reste. Champignons y compris, bien sûr. Et c'est à partir... Alors voilà, on amplifie, on obtient quoi? De l'ADN, et de cet ADN, on appelle ça un amplicon, parce que c'est le produit d'une amplification. Et on a pris cet amplicon, et on l'a soumis à une deuxième PCR avec des amorces spécifiques pour les gloméromycètes qui nous intéressent. Voilà. Et c'est ce qu'on a obtenu. Alors ça, c'est la première étape, c'est la PCR spécifique des eucaryotes, et ça, c'est la PCR spécifique des gloméromycètes. Et on voit qu'il y a une racine, enfin un végétal, les racines d'un végétal du toit Fonta qui n'a rien donné du tout. Alors, si elle n'a rien donné du tout, ça veut dire qu'il n'y en a pas du tout. Pourquoi? Eh bien, parce que si on fait pas de PCR gigogne, si on fait une PCR directement sur l'ADN extrait de la racine, avec les amorces spécifiques des gloméromycètes, eh bien, on ne va rien obtenir du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'amplifie rien du tout à partir de l'ADN extrait de la racine, ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose. Ça veut dire que les champignons qui se trouvent dans la racine ne sont vraiment pas nombreux. Mais ils sont là quand même, mais ils ne sont pas nombreux. Ce n'est pas suffisant pour les détecter directement. C'est pour ça qu'on fait la PCR gigogne. Voilà, donc ça c'était la première étape. Une fois qu'on a obtenu ces amplicons, eh bien, il faut en tirer quelque chose, il faut les séquencer pour identifier les taxons. Donc les échantillons ont été envoyés à Toulouse. Alors quand je dis on, c'est encore en relation avec Dijon. C'est encore l'INRA de Dijon, et c'est un autre collègue à Dijon qui s'occupe de ça. Et c'est lui qui a fait les PCR et l'extraction de l'ADN et les PCR. Nous, on n'a fait que préparer les échantillons et lui envoyer. Et puis lui, il a envoyé les amplicons à cette plateforme de séquençage à Toulouse. Et la plateforme de séquençage a envoyé les résultats, et les résultats, c'est ça. C'est avec les 8 toits. Alors, on a enlevé un parce que Fonta, il n'y a pas d'amplicon, donc on ne peut rien séquencer, évidemment. Donc, on a séquencé les 8 échantillons des 8 toits. Et dans ces résultats du séquençage, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien, il y a 4 échantillons qui ne donnent rien du tout. On n'a aucune séquence. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on extrait de l'ADN, ce n'est pas parce qu'on fait une PCR, et ce n'est pas parce qu'on obtient des amplicons qu'on va séquencer quelque chose. C'est-à-dire on peut arriver à rien du tout.
Donc c'est ça la recherche, hein, c'est-à-dire on part de quelque chose, on peut arriver à rien du tout. Et là, on est arrivé à rien du tout. Et par contre, on a 4 échantillons où on a des séquences. Alors il y a un échantillon éco-bio-prairie qui donne pas grand-chose comme séquence. Pourquoi? On ne sait pas. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi il n'y a pas eu le séquençage n'a pas fonctionné. Et puis ici, on a quand même 3 échantillons qui ont donné des séquences. Et ces séquences-là, on voit que les couleurs correspondent à soit là, ici, c'est une espèce, c'est la seule espèce qui a été identifiée. Tout le reste, c'est des genres. Le niveau identifié, c'est s'arrêter au genre. Et on voit qu'il y a plusieurs couleurs pour un même genre. Alors peut-être que une couleur correspond à une espèce, mais ce n'est pas certain. Donc en tout cas, ce qu'on peut dire jusqu'à présent, c'est que les amplicons qu'on a obtenus ont abouti à l'identification de 3 genres. 3 genres de gloméromycètes. Ça, c'est intéressant parce que si je compare, moi, avec les taxons et les genres de gloméromycètes que Pierre-Alain et Lionel ont identifiés dans les mêmes échantillons, hein, mais eux dans le substrat, nous dans les racines. C'est 14. Ça veut dire, eux, ils ont identifié 14 taxons dans le substrat, et nous, on identifie 3 taxons dans les racines. Alors la question qui se pose évidemment quand on parle de facilitation et également d'intérêt, hein, c'est que nous, ce qui est intéressant pour produire du végétal, sur le toit végétalisé, pour produire du végétal, le végétal va produire quoi? Un habitat, va construire un habitat, et cet habitat va être colonisé par une faune, et tout ça va fonctionner comme un écosystème. Et si on n'a pas la plante, si on n'a pas le végétal au départ, on ne construit pas d'habitat. Hein. Donc la plante, c'est indispensable. Et ce qui est indispensable, c'est pas ce qui est, excusez-moi, c'est pas ce qui est dans le substrat, c'est ce qui est dans la plante. Et on voit bien que tout ce qui est dans le substrat ne se retrouve pas dans la plante. Et moi, je trouve que c'est intéressant comme outil de gestion, c'est-à-dire que j'espère, le plus rapidement possible, j'espère qu'on va pouvoir comparer nos résultats avec les résultats de Pierre-Alain pour savoir qui est à l'extérieur et qui est à l'intérieur, parce que pour la gestion des toits végétalisés, l'important, excusez-moi, c'est pas ce qu'il y a à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Donc on pourra savoir quel taxon introduire dans les végétaux pour être sûr qu'ils rentrent bien dans les végétaux selon les toits, l'endroit où on sera. Donc je trouve que c'est un outil de gestion, ça. C'est un outil utile, c'est un outil facilitateur pour la gestion des toits. Voilà, ça c'était pour notre première étape exploratoire. Et puis la deuxième étape exploratoire, c'est concernant les échantillons 2018. Et pour les échantillons 2018, bon, nous on a 34 fois 10 enveloppes contenant des végétaux, et ces échantillons sont conservés à l'état sec. Et ça pose un problème. Ça ne pose pas un problème simplement parce que ça prend de la place, ça pose un problème parce que l'ADN qui se trouve dans la racine se dégrade. Et notre problème, c'est notre peur, c'est ça, c'est qu'on dégrade tellement l'ADN des champignons à l'intérieur des racines qu'on ne puisse rien amplifier du tout. Alors, la stratégie était la suivante, avec l'absence de financement, hein, c'est extraire l'ADN, cet ADN-là, ensuite, le conserver à moins 80 dans les congélateurs. Et puis ensuite, lorsque la situation aurait été possible, faire les PCR, donc décongeler, faire les PCR, et puis remettre ça au congélateur, et ensuite remettre les amplicons au congélateur, et puis quand il y aura les moyens, faire le séquençage. Voilà. Sauf que ça n'a pas marché, parce qu'on a fait une demande de devis à la plateforme Gentiane, alors c'est encore l'INRA, mais c'est l'INRA de Clermont-Ferrand, parce que c'est une plateforme et qu'on a trouvé le meilleur rapport qualité-prix. Voilà. Donc cette plateforme, elle fait bien une extraction d'ADN sur les racines,
Et on lui a demandé de faire un devis. Et on nous a répondu, oui, mais pour faire un devis, il faut qu'on sache si on peut extraire l'ADN, comment sera l'ADN. Alors, OK, on leur a envoyé une dizaine d'échantillons, 9 échantillons, et ils ont fait 3 fois 3, donc il y a 3 toits, et 3 échantillons par toit, et ils ont fait une extraction d'ADN pour voir combien d'ADN ils pouvaient extraire. Et donc, ils ont obtenu cette quantité en nanogramme par microlitre d'ADN. Et là encore, pour ces échantillons éco-bio, prairie, on voit qu'on a 3 échantillons et il y en a un qui a été perdu. Tu vois, donc on peut très bien on peut très bien encore avoir rien du tout à l'arrivée. Donc il y a un échantillon qui a été perdu. Et puis là Rorol, c'est les échantillons du toit où il y avait le maximum de séquences. Là, c'est là où il n'y en avait pas du tout. Et là aussi, il y en avait un petit peu. Voilà. Et ça, on voit que la quantité d'ADN pour faire des PCR, ça suffit, il n'y a pas de problème. 12 nanogrammes par microlitre, c'est amplement suffisant. Par contre, ils ont observé que l'ADN est déjà dégradé. Donc on a déjà de l'ADN dégradé dans nos racines, et cet ADN-là, c'est une course finalement presque contre la montre. Il faut absolument qu'on l'extrait et qu'on le mette au congélateur, sinon on va perdre nos échantillons. Et voilà, ça c'est la fin de ma présentation. On a demandé un devis. Je suis désolé d'être aussi pragmatique que ça, mais on a demandé un devis. Et la plateforme Gentiane nous a donné un devis. Elle nous a donné un devis pour l'extraction d'ADN, uniquement l'extraction d'ADN, de 3 fois 34, il y a 34 toits, 3 échantillons par toit. Ça veut dire 102 échantillons. Et nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas les 102, c'est les 340. Eh bien, ça coûte déjà, TTC, plus de 600 € pour les 3 échantillons par toit. Et voilà. Donc, et ce devis, il n'a pas eu de suite. Donc, on ne l'a pas fait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait récemment? Je me suis tourné vers le service de systématique moléculaire du muséum. Parce que aussi, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait le devis, donc l'extraction, et puis demander à un Master 2, un stage de Master 2, d'utiliser l'ADN qui aurait été extrait et de faire PCR et séquençage. Voilà. Et le problème, c'est qu'il n'y en a aucun M2 qui s'est présenté dans les masters qu'on a contactés. Et on a considéré que soit les étudiants étaient trop écologistes et ils ne voulaient pas faire de biologie moléculaire, soit les gens étaient trop molécularistes et ne voulaient pas faire d'écologie. On est entre les deux, quoi. Donc on a aussi cette difficulté-là, quoi. Oui, je termine. Et voilà. Et il y a, en ce moment, j'ai proposé un projet au SSM et je vais avoir le devis cette semaine ou la semaine prochaine pour l'extraction d'ADN, et PCR et séquençage. Et selon le devis, voilà. Donc j'essaierai de trouver le moyen de le faire. Donc moi je pense que ces résultats préliminaires sont très encourageants. Ça vaut le coup de continuer. Ça vaut vraiment le coup de comparer nos résultats avec ceux de Pierre-Alain pour savoir si... vous savez, ce matin, on a parlé des horticoles comme espèce nurse et qui permettraient aux spontanés de se développer. Mais les horticoles viennent avec les partenaires, c'est-à-dire avec les champignons du milieu horticole. Et imaginez que vous introduisez des horticoles sur un toit végétalisé qui viennent avec leurs mycorhizes. Hein, et on sait très bien que la diversité des mycorhizes des milieux horticoles est pauvre par rapport au milieu sauvage, évidemment. Et donc, on a des plantes nurses qui sont associées. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, elles vont mycorhizer les plantes spontanées qui vont arriver, parce que généralement, elles arrivent sous forme de graines, et il y a très peu de champignons mycorhizés associés déjà à la graine. Hein? Et bien, quoi? Ça veut dire que les spontanés vont être associés aux champignons mycorhizogènes du milieu horticole. Ça veut dire qu'on est bien un système orienté. Okay. Voilà. Merci beaucoup.